Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, je m'appelle Neil, mais je vais vous parler d'une conférence qui s'appelle La Contrevoix débarque sur Facebook et vous explique pourquoi. Tout d'abord, merci à l'équipe du Capitole du Libre et la Sono pour toute l'orga et le matériel. C'est quand même vachement chouette de pouvoir se faire enregistrer. Je vais prendre les questions au fil de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de poser une question, levez la main, je la répéterai et puis voilà, ça sera un petit peu plus interactif, je vais moins vous endormir comme ça. C'est un sujet un peu clivant, hein, vous imaginez. Je m'attends pas forcément aussi à ce que toutes les personnes au Capitole du Libre aient envie de parler d'un sujet forcément clivant, soit pas forcément là pour ça. Mais je pense que c'est important de visibiliser ce sujet, en tout cas pour nous c'est important de le faire. Donc voilà, je mets les pieds dans le plat. La Contrevoix débarque sur Facebook. Donc je m'appelle Neil, je l'ai déjà dit. Je suis admin 6 à La Contrevoix. En gros, je m'occupe des serveurs informatiques de l'association. Et La Contrevoix, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'éthique dans le numérique. Alors c'est vachement large comme sujet, hein, forcément. Pour préciser par rapport à ce qu'on fait comme activité, voilà, on organise des activités, ce qu'on appelle des activités d'éducation populaire. On fait de la sensibilisation auprès de personnes qui ont l'habitude d'utiliser WhatsApp, Google, Microsoft et compagnie pour guider ce public vers des logiciels qui vont être un peu plus respectueux de leur vie privée, qui vont prendre un peu plus soin de leurs données, évidemment avec toute la théorie qui va avec, sans forcément rentrer dans le jargon technique. C'est assez important, voilà, cette question de vulgariser nos enjeux auprès de notre public. Avec des cafés vie privée, par exemple, hein, c'est vraiment le genre d'activité qui attire un public qui va être assez néophyte dans ces sujets-là, mais qui va s'intéresser, un petit peu curieux, intéressé par le numérique. Voilà. Donc voilà, le but, c'est quand même de créer des moments d'échange autour de nos enjeux, de les visibiliser, d'amener la réflexion, de parler du comment et du pourquoi protéger nos données numériques. À côté de ça, on fait comme beaucoup d'assauts dans le milieu du logiciel libre, on héberge des services numériques éthiques, donc qui vont prendre soin des données des gens, qui n'est pas hébergé sur un cloud américain qui revend vos données, voilà. Je pense que vous connaissez ce genre de profil associatif qu'on retrouve bien assez dans le Capitole du Libre ou dans d'autres événements de logiciels libres. À côté de ça, ça fait beaucoup. Mine de rien, on commence depuis l'année dernière à accompagner des associations et des organisations de manière générale vers des outils numériques éthiques. Alors accompagnement, ça veut dire que on va pas juste leur mettre sur une table, là, tenez votre Nextcloud, votre logiciel libre qui va vous aider. On va aller accompagner les gens. On va aller auprès des bénévoles, auprès des salariés de la structure et on va les guider, les former. Ça prend du temps. On passe notre temps à répéter les mêmes choses, mais ça fait partie de notre travail. Voilà. Je parle beaucoup de notre public néophyte. J'en parle parce que c'est important quand on fait des activités de savoir quel est le public qu'on cible. Donc on a mené une petite étude, pas très sérieuse, pas très professionnelle de notre public. Forcément, on s'est posé cette question. Donc on a, globalement, c'est important pour nous de distinguer deux types de publics, dont le premier qui nous intéresse plus que le deuxième. Le premier, c'est le public non initié, donc ce profil de personnes qui ne se sont pas, qui n'ont pas conscientisé leurs usages du numérique, qui vont typiquement pas forcément avoir un usage, qui vont pas être sur Linux, qui vont pas être avec un téléphone dégooglisé. Voilà, un public qui découvre vraiment ces enjeux, et on va le différencier. Ça, c'est le public qu'on souhaite avoir dans nos activités. Et on va le différencier avec un public qu'on va considérer comme initié, donc qui a déjà au moins un téléphone dégooglisé et un ordinateur sous Linux. Qui, dans cette salle, fait partie de la deuxième catégorie? Ok, on va faire l'inverse. Attendez. Qui, dans cette salle, fait partie de la première catégorie? 1, 2 personnes, 3 personnes. Ok, sur
une quinzaine, une vingtaine de personnes. Voilà. Donc là, on est clairement devant le deuxième public, c'est-à-dire notre public qui n'est pas notre cible en fait. Mais ça, évidemment, je m'y attends puisqu'on est au Capitole du Libre. Voilà. Notre but, c'est pas de faire de l'entre-soi. On ne va pas expliquer à des gens sous Linux pourquoi Linux c'est bien et comment l'installer. Ça sert à rien, je veux dire. Ces personnes le savent déjà. Et donc on se pose la question de comment on se fait connaître auprès du premier public, le public qui nous intéresse. Vous commencez à voir où je veux en venir. Comment et quels réseaux sociaux utiliser forcément pour toucher ce public? Parce que il y a aussi le bouche à oreille, hein, ça marche bien le bouche à oreille. Mais c'est pas toujours suffisant. On a des connaissances des outils numériques assez poussées. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je veux dire, on a une aisance avec les outils numériques quand même, qui fait qu'on est à l'aise avec le numérique. On peut utiliser le numérique à son plein potentiel pour toucher le public qu'on a besoin. On peut faire plus que du bouche à oreille, on peut essayer de cibler des publics à travers les réseaux sociaux, parce qu'on sait le faire. C'est important parce que notre public il a besoin de savoir ce qu'on fait quand on le fait. Donc, quand on organise des événements, par exemple, de savoir quand est-ce qu'est l'événement qu'on a planifié dans 2 semaines. Le bouche à oreille, il ne marche pas super bien pour ça. Voilà, c'est assez important que les gens puissent nous suivre, en fait. Et ça marche souvent par les réseaux sociaux. Je vais vous faire un petit éventail des réseaux sociaux, du coup. En tout cas, c'est ce qu'on a réalisé au début en trouvant 2 études intéressantes qui se basent sur l'usage des réseaux sociaux des gens. Aujourd'hui, #les gens. Donc on a trouvé 2 études qui nous semblent intéressantes que je vais vous présenter ici. Digital 2025, oui bon les titres hein, c'est des études, voilà bon. Digital 2025 de wearesocial.com qui date de février, avec pas mal de sources, pas de tranche d'âge en particulier qui est ciblée. Et des résultats que j'ai filtrés, voilà, il y avait des résultats seulement pour la France, donc j'ai pris les résultats qui nous intéressent pour la France. Et il y avait Borne Social 2025, réalisé par l'espèce de cabinet, là, Even.Paris, qui date de septembre. Donc vraiment, c'est une étude super récente que j'ai prise vraiment pour le Capitole du Libre, c'est pratique, qui a été réalisée sur 200 enfants de 11 et 12 ans, parce qu'on essaye aussi de sensibiliser les jeunes, donc vraiment un public de cette tranche d'âge-là, en essayant de faire du contenu qui va être très abordable pour des jeunes enfants, sans forcément parler dans le jargon technique. Enfin, forcément, ce n'est pas du tout les mêmes termes qu'on utilise quand on parle à des enfants que quand on parle à des universitaires, vous l'imaginez. Et ce n'est pas du tout la même manière pour captiver leur attention aussi. Du coup, ça nous intéresse d'avoir des chiffres sur comment les enfants utilisent les réseaux sociaux, parce que qu'on le veuille ou non, ils les utilisent. Première statistique intéressante qu'on trouve sur la Digital 2025. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec le Projo. On s'est renseigné sur quels sont les moyens pour nous faire connaître. Quel va être le premier réflexe? Là, c'est une étude qui a été menée sur des utilisatrices de plus de 16 ans. Le premier réflexe pour la plupart des personnes interrogées, quand il s'agit de rechercher une organisation sur Internet, c'est de taper le nom de l'organisation sur le moteur de recherche. Ça marche bien. Ça, c'est super important comme chiffre. Ça peut vous paraître bête, mais c'est super important parce que ça veut dire qu'il faut être référencé sur les moteurs de recherche et bien référencé. Parce que 60% des personnes qui cherchent une organisation vont d'abord chercher le nom de l'organisation sur un moteur de recherche. Pour le moment. C'est-à-dire que tant que voilà, ChatGPT est encore en train de se développer, mais vous imaginez qu'à terme, ça pourrait remplacer les moteurs de recherche. Voilà, ça peut amorcer la réflexion aussi. Le deuxième réflexe, c'est quoi son Insta? C'est vrai, non? Du coup, rien qu'en regardant les 2 titres, les 2 premiers moyens les plus fréquents de découvrir une organisation, on sait déjà à peu près comment fonctionner avec notre public. Enfin, notre public. En tout cas, un public assez large. Donc la première, forcément, c'est la présence sur les moteurs de recherche, et même, pour nous, en tout cas, on prend le postulat, je vais prendre ta question, on assume le fait qu'on ne va pas bloquer les indexeurs de moteurs de recherche sur notre site, et on ne va pas bloquer les indexeurs IA
non plus. Intelligence artificielle, notre site. Parce que si un jour, à un moment donné, comme c'est en train de se démocratiser, les moteurs de recherche, ça devient ChatGPT, bah en fait, nous, on ne sera pas référencé sur ChatGPT. Et on ne touchera pas notre public, ce qui est quand même un peu embêtant. Donc, on ne bloque pas les robots indexeurs IA. Voilà, je pense que j'ai dit globalement ce que je voulais dire sur cette slide. Tu voulais dire ? Il y a beaucoup plus de 100%. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs choix. C'est un questionnaire à choix multiples. Excuse-moi, forcément, oui. Oui. J'ai pas précisé, excuse-moi. J'ai pas cette rigueur statistique. Mais effectivement, ça veut dire qu'en fait, les personnes ont coché plusieurs cases et il se retrouve que les cases qui reviennent le plus souvent, c'est celles-là, quoi. Deuxième question. Ok. Alors la question, c'est est-ce que vous survivez au fait que vous ne bloquez pas les pisteurs par IA, les crawlers par IA? Ça dépend des services. Par exemple, sur notre service Git, Gitty, Forgejo, ce genre de logiciel, là je vais un peu entrer dans le jargon technique temporairement, on utilise Anubis ou d'autres logiciels pour réguler le trafic. Sur d'autres sites, comme des sites statiques, en fait ils peuvent y aller. Et notre site est statique. Donc en fait, ils peuvent y aller, ça ne consommera rien. Et après, bon, forcément, il y a tout un système de mécanismes de protection que tu peux mettre en place si jamais tu as un afflux de trafic trop important sur un site. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait globalement faire sans trop de problèmes. Voilà. J'ai enchaîné sur la slide suivante qui est, je pense, la plus intéressante. Les réseaux sociaux les plus utilisés. Alors encore une fois, hein, c'est un choix multiple. Encore une fois, c'est aussi avec des personnes qui utilisent Internet, qui ont plus de 16 ans. La question c'est, est-ce que vous utilisez ces plateformes-là au moins une fois par mois? Et donc là, on a Facebook qui est en tête du classement. Incroyable, hein, faut croire. Hein. Alors là, vous voyez, il mélange un peu les réseaux sociaux parce qu'en fait, un réseau social, c'est super vaste comme définition et ça peut inclure aussi les messageries instantanées. Et c'est pour ça qu'il y a WhatsApp en deuxième. Mais je vais me concentrer sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, c'est vraiment les premiers. Ensuite, Pinterest, LinkedIn, X, Twitter, Twix si vous voulez, Telegram, Discord, Skype, Reddit, BeReal. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que la lecture, typiquement, 70% des personnes interrogées utilisent Facebook au moins une fois par mois. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant comme statistique. On peut voir les usages habituels. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un réseau social qui n'est pas dans cette liste-là. Vous connaissez. Alors Blue Sky, oui, c'est vrai, il n'y a pas Blue Sky. Mais il y en a un autre que vous connaissez ici. Ouais, Mastodon. Mais je vais y revenir. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est les statistiques qui ont été données, qui ont été établies sur les 200 enfants de 11 à 12 ans. Les usages des réseaux sociaux. Alors, ce graphe inclut YouTube. Il ne l'inclut pas dans le stade précédente. Mais YouTube est sans doute en tête dans la stade précédente. C'est juste qu'ils n'ont pas inclus la question de YouTube. Il avait précisé. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que chez les jeunes, YouTube, ça marche vraiment bien. Ensuite, il va y avoir Instagram et puis Facebook à 6%. Et après, bon, il y a tous les autres. Voilà, BeReal qui est à 3%. X Twitter, je pense, a été officiellement établi que X Twitter c'était facholand pour les jeunes, donc ils n'y vont pas. Et Threads, ça n'existe tout simplement pas. Voilà, il y a 0%, ils l'ont quand même mis pour. Voilà, c'est assez intéressant de regarder ces stats. Voilà, tout ça pour ça. Alors il y a quand même Snapchat qui est en 3e position. Hein. Ouais. Encore. Et Mastodon du coup. On y vient hein, parce que bon, quand même, c'est le réseau social mainstream ici. Pourquoi il n'est pas dans les chiffres? C'est quand même bizarre. Je parle du Capitole du Libre. Hein. Voilà. Alors évidemment, quand je parle de Mastodon, je fais un abus de langage. En fait, je parle du fait divers, la constellation de réseaux sociaux, machin. Bon, vous connaissez l'histoire. Hein, de toute façon, là, je suis au Capitole du Libre. Mais ne me reprenez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je vais comparer à BeReal. Ok, BeReal, c'est le petit dernier hein, dans le premier graphe. Et parmi les derniers du deuxième graphe.
3% chez les jeunes, 7,5% chez les moins jeunes. Ils avaient en base d'utilisateurs mensuels, c'est-à-dire en monthly user count, c'est le nombre de personnes qui ouvrent l'application au moins une fois par mois. Okay. En 2022, ils en avaient 73 millions. 2023, 47 millions. 2024, 26 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Monthly active user, ouais, c'est ça. 26 millions d'utilisateurs mensuels. Okay. Prenons Mastodon. On a des chiffres là-dessus. Hein. Grâce à Fediverse Observer, on peut savoir qu'il y a 0,9 millions d'utilisateurs mensuels sur Mastodon. Et FediDB dit aussi 0,9 millions. C'est assez précis, ça va. Ça date de novembre 2025, quand j'ai ces prix en début de semaine. Bon, là on voit que c'est une application en déclin, hein, qui arrive juste à 26 millions, alors qu'elle était vraiment en top de sa popularité en 2022. 26 millions contre 0,9 millions. Bon, on va pas se mentir, hein, Mastodon est plus inexistant encore que Threads. Hein, c'est vraiment le néant total, ça n'existe pas Mastodon en fait. Par rapport aux autres plateformes, hein, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, Mastodon, c'est un réseau juste entre geeks. Hein, désolé, hein, là je fais carrément une analyse de comptoir, puisque de toute façon, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études sérieuses qui dépassent le simple sondage sur Internet. Là, j'ai mis un sondage, tiens, c'est rigolo. Waouh, Linux est majoritaire. C'est incroyable. Alors, la question, c'est est-ce que vous êtes un utilisateuriste de Windows, Linux ou de BSD. BSD, on va dire c'est Linux, hein, de toute façon, voilà, c'est un peu pareil. Bon, voilà. Et la question c'est est-ce que vous utilisez Windows, Linux, BSD ou macOS? Bon, bah là, majorité Linux. C'est complètement délirant. C'est absolument pas représentatif de la réalité. Là, on parle d'une petite niche en fait. On parle d'une petite niche. Ouais, je vais aller jusqu'à dire, bon, attention, hot take, mais voilà, qu'en fait, Mastodon, c'est surtout beaucoup d'hommes blancs, geeks, qui a au moins un téléphone dégooglisé ou un ordinateur sur Linux, qui travaille dans l'informatique. En fait, c'est exactement le public qu'on souhaitait éviter. Donc ça nous pose un peu problème. En fait, ce qui est bien avec Mastodon, c'est quand même on s'entend bien avec les gens de Mastodon de manière générale parce qu'on a les mêmes idées, on partage les mêmes, les mêmes passions aussi parfois, un peu les mêmes valeurs, quoi. Mais c'est pas notre public cible. Mastodon, c'est pas notre public cible. On s'entend bien avec les gens de Mastodon, mais ce n'est pas notre public cible. Ça ne peut pas être notre public cible. Ou alors, l'objectif de l'association, ça serait d'aider les gens qui utilisent Linux à mieux utiliser Linux. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment, comme je disais, de toucher un public qui n'utilise pas Linux de base. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous prendre un deuxième exemple, au cas où. On organise des apéros numériques. C'est chouette, non ? Comme nom, hein, apéro numérique. C'est au Bêta, à Angoulême. C'est un tiers-lieu associatif, le Bêta. C'est un tiers-lieu culturel, événementiel. Il y a beaucoup de spectacles là-bas, beaucoup de concerts. Ça touche un public très large qui est de manière générale intéressé par la culture, donc plutôt de gauche. Et surtout beaucoup de gens pas geeks. Surtout beaucoup de gens pas geeks. Parce que bah, voilà, c'est un lieu où les gens ils vont pour des concerts, ils vont pas pour des trucs numériques. Donc on a la chance d'avoir un événement dans un lieu qui est majoritairement visité par des personnes non geeks. Parce que du coup, voilà, pendant les apéros numériques, on ne fait pas juste que picoler ou quoi. Non, même au contraire, en fait, c'est plutôt... on fait beaucoup de discussions, en fait. On est plutôt là pour créer un moment de convivialité, en fait. Créer une communauté. Et c'est une activité mensuelle depuis septembre 2024. Ça fait 1 an maintenant. Où on parle d'actualité numérique, on visite des outils éthiques, des sujets éthiques en fonction de l'actualité. En général, c'est pas mal. Auprès donc de ces publics-là. Voilà, évidemment, donc on cible des publics pas geeks, pas sensibilisés. Nous, on communique sur les apéros numériques,
Donc on parle des apéros numériques sur Mastodon. Le bêta parle des apéros numériques sur leur Facebook et sur leur Instagram. Okay, c'est le lieu qui nous accueille, donc ils font un peu de com pour nous aussi, c'est gentil. Au bout d'un an, j'ai demandé aux gens qui venaient. 100% des personnes qui nous ont connus depuis Mastodon ont un public geek, libriste, émancipé. Donc pas notre public cible. 100%. Hein. Et la majorité des personnes qui nous ont connus depuis d'autres moyens, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit leur flyer papier aussi, parce qu'ils en font un, qui distribuent partout dans la ville, ben en fait, ce n'étaient pas des geeks, ceux qui nous ont connus par ce moyen-là. Conclusion ? Tu as des stats sur est-ce que tu as plus de gens qui viennent de Masto, enfin, est-ce que tu as plus de geeks ou de non-geeks à ces événements ? Alors, la question, c'est est-ce que j'ai des stats sur est-ce qu'il y a plus de geeks ou de non-geeks sur cet événement ? C'est compliqué à dire. En fait, je vais étayer un petit peu là-dessus. Il s'est construit un cercle d'habitués. Voilà. Et bizarrement, au début c'était assez équilibré, et puis bizarrement, en fait, les habitués, bah, quelle surprise, c'est des geeks. Ce qui n'est pas forcément un mal. Je veux dire, on est en train de créer une communauté, ça crée un noyau dur, il y a des geeks qui viennent. Bon, c'est pas notre public cible. Bon, mais bah, au moins il y a des gens. Et du coup, bah, on n'est pas seul. D'autant plus que bah, on touche quand même un public depuis Facebook, depuis Instagram, par le bêta. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les apéros numériques, de manière générale, bah, y a plus de geeks encore que de personnes non libristes. Parce que tout simplement, le noyau dur des habitués reste, tandis que bah, les non libristes, c'est tellement stigmatisant comme terme, bah, en fait, viennent peut-être 1, 2 fois, 3 fois, et puis viennent pas forcément tout le temps. Voilà. Conclusion des apéros numériques. On a fait n'importe quoi. Grosse erreur stratégique de communication. Pourquoi on communique sur Mastodon ? Et uniquement sur Mastodon ? En fait, on a un trop gros ego. On a une énorme fierté. On se dit « Ah non, mais Facebook, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas de compte Google. Moi, je suis sans GAFAM, ok ?» Parce que je tiens à ma vie privée. Du coup, le bêta se salit les mains pour nous. Parce qu'eux, ils ont un compte Facebook, eux, ils postent. Eux, ils font notre com. Parce qu'on n'est pas fichu d'être autonome sur notre propre communication, en fait. Ça, c'est un peu triste. Voilà. En fait, on fait de l'entre-soi. On fait de l'entre-soi, mais sans s'en rendre compte. Une fois, j'avais posé récemment, pardon, je prends ta question après, j'avais posé récemment la question autour d'une table de 10 personnes qui étaient rassemblées pour l'événement. Qui a au moins un téléphone dégooglisé ou un ordinateur sous Linux ? 9 personnes ont levé la main sur 10. Bon, c'était autour d'une table, hein, il y en avait d'autres, mais voilà, c'est dans l'idée, c'est ça qui m'interpelle aussi. Voilà. On fait de l'entre-soi sans s'en rendre compte. Ta question ? Le bêta, pardon, je ne sais pas si tu es arrivé entre-temps. Le bêta, du coup, c'est un tiers-lieu associatif culturel dans lequel... Voilà, t'inquiète, c'est pas grave. Je l'ai dit juste avant. Donc, trop bien. Le libre fait unanimité. Mais du coup, quel intérêt ? Du coup, le libre a gagné. On peut arrêter l'assaut. L'objectif de l'association est atteint, donc on la dissout. Non ? Non. Non, parce qu'en fait, on se trompe de public. On se trompe. Oui ? J'avais une question, du coup, ton ressenti sur le fait qu'il y ait beaucoup de geeks aux apéros numériques. C'est bien parce que ça fait venir des gens, mais est-ce que ça fait peur aux non-techniques, on va dire ? Alors. Est-ce que c'est bien parce que tu as plus de gens pour prêcher la bonne parole, l'évangélisme ? La question, c'est en gros, est-ce que le fait qu'il y ait plus de geeks aux apéros numériques que de personnes non geeks, c'est bien ou ça fait peur ? Un peu des deux. Bah, disons que quand tu as effectivement à la table 9 personnes sur 10, je me souviens, j'étais là à cette discussion, hein, bah, en fait, tout le monde est pro Linux et tu as la personne là qui est là en mode je découvre et en fait tout le monde essaye de donner des arguments pour et en fait il n'y a pas trop d'arguments contre et en fait c'est un peu bizarre.
ça crée parfois une ambiance un peu d'entre-soi quand même, et qui est ressentie par les personnes extérieures, normal. Bah, les personnes extérieures se sentent là en mode mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est une réunion de secte, enfin, c'est quoi le truc en fait, je sais pas pourquoi ils sont tous dans le même délire, moi je suis pas dedans, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne pas envie, ça donne pas envie. Et d'un autre côté, en fait, ça crée aussi une communauté de gens qui ont envie de contribuer. Nous, ça nous intéresse parce que moi, je suis salarié, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de reprise bénévole sur ce sujet. Du coup, ça fait des gens qui ont envie de donner la main à la pâte, en fait, de créer un petit peu leur conf, de prendre un petit peu de place, un petit peu de parole. Bon, faut pas qu'ils en aient trop non plus. Mais dans le sens où il faut aussi laisser parler les gens qui sont intéressés par les sujets, bien sûr. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire aussi. C'est très intéressant d'écouter des geeks. Sauf quand ils parlent trop, comme moi. Mais voilà, donc il y a cette question d'équilibre qui peut être intéressant, mais du coup, là, je pense qu'on n'est plus dans un équilibre en fait, à ce niveau-là, effectivement, ce soir-là. Oui. Et comment ils vulgarisent, en fait? Parce que c'est là aussi la question, c'est comment ils vulgarisent. Comment vulgariser auprès d'un public non geek? Comment eux vulgarisent? En fait, c'est dur quand on commence quand on commence à faire des confs pour essayer de sensibiliser un public non initié. C'est dur. Parce qu'on n'a pas les éléments pédagogiques, les manières de faire qui peuvent permettre de rendre un sujet accessible pour des personnes qui ne parlent pas le même jargon technique que toi. Mais en fait, c'est avec la pratique qu'on apprend le mieux. Et donc, c'est leur donner un petit peu d'espace auprès d'un public, un vrai public, qui va permettre de les former. C'est comme ça que nous, à la Contrevoix, on a appris vaguement à faire un peu d'éduc pop. En fait, c'est de l'éduc pop. Nous, on apprend. Notre public apprend, c'est de l'éduc pop. Je pense que c'est graduel. Alors au début, on peut s'entraider, on peut se donner des conseils entre nous. C'est-à-dire qu'une personne qui voulait faire une conf m'a passé ses slides sur l'effet de réseau. M'a passé ses slides. Je lui ai fait des retours sur ça, telle personne, tel public va pas comprendre. Peut-être ça serait bien de vulgariser un petit peu plus. Voilà, on s'entraide un petit peu là-dessus et en fait, ça marche pas trop mal. Oui. En fait, vu que ça me concerne, vu que je fais partie justement de ce public-là, il y a Windows 10 et on passe à Windows 11. J'ai pas du tout envie de passer par Windows 11, mon ordinateur ne le permet pas. Donc je me suis dit, c'est super, c'est l'occasion pour moi de passer par Linux, sachant que je ne connais rien du tout. Ok. Et est-ce qu'en passant par cette association, il y a cette initiation ou pas du tout? Alors, la question c'est, est-ce que moi j'aimerais me débarrasser de Windows 10 pour passer à Windows 11 par exemple. Est-ce qu'il y a cette initiation au sein du groupe? Alors nous, du coup, on va plutôt recommander les gens de passer sous Linux plutôt que Windows 11. Non, c'est pas ça. Ah, tu veux pas Windows 11? Voilà. Tu veux pas Windows 11, tu veux Linux? Ok, alors... En fait, nous, on aime bien, comme je disais, sauter sur l'actualité. Et là, typiquement, avec Windows, forcément, il s'est posé la question de il faut qu'on fasse quelque chose pour Windows. Forcément qu'on a participé au mouvement pour essayer de référencer déjà notre structure sur un annuaire pour permettre à des gens de dégoogliser leur appareil. Dans les apéros numériques, on en a fait un sujet. C'était le dernier sujet d'ailleurs, pour dire à un public non initié, c'est quoi, pourquoi on nous parle de fin de Windows 10 de quoi il s'agit en fait. On va pas faire l'install party le soir même, en fait, c'est pas le but. Parce que d'abord, il faut parler du pourquoi avant de faire le comment. Et on néglige un peu souvent le pourquoi. Et c'est pas convaincant quand on parle pas du pourquoi. Donc c'est assez important qu'on passe par cette étape où on fait la vulgarisation là-dessus. En fait, c'est juste un moment où on a un petit sujet de discussion, un petit moment d'échange. Et c'est les moments où on va peut-être essayer de faire cogiter un petit peu notre public sans pour autant les aider directement en mettant les mains dans le cambouis le premier jour. Voilà, c'est une porte d'entrée en fait. C'est une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée donc, oui, sur pas mal de sujets. J'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, ce constat-là en fait par rapport aux apéros numériques, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'on prive de nos activités d'éduc pop pour les non-initiés, des gens qui en ont besoin, au profit des geeks, parce qu'on communique de manière très sélective. On communique sur Mastodon au lieu de communiquer ailleurs, ce qui est un peu dommage. Voilà. Du coup, on a changé de stratégie.
on a décidé de rejoindre les réseaux sociaux propriétaires. Ah oui, parce que quand je parle de Facebook dans le titre de la conf, c'était parce que c'était le plus utilisé, et parce que je ne pouvais pas mettre tous les réseaux sociaux à la suite dans le titre, parce que ça faisait un peu long quand même. Donc aussi LinkedIn, Blue Sky, Twitter X, Twix, Instagram et même Threads en fait. Pourquoi pas TikTok et Snapchat alors qu'ils sont plutôt populaires? À votre avis? La nature du contenu, effectivement, parce qu'il faut faire du contenu vidéo et on n'a pas l'énergie bénévole ni salariée, ni le temps, ni les compétences de faire de la vidéo. Déjà que la communication, c'est des vraies compétences et qu'on en manque un peu quand même, la vidéo, c'est encore pire. Ça nécessite vraiment du temps. Oui ? Alors, je répète la question. Tu ne penses pas que ça nécessite autant de compétences parce que avec le volume de vidéos, en fait, la qualité n'importe pas énormément. C'est vrai. En fait, peut-être qu'on est un peu trop, on a un esprit un peu trop aussi, peut-être perfectionniste. Je ne sais pas. On a envie de faire des trucs qui nous satisfont, qui nous satisfait aussi. Et du coup, voilà, on a levé le pied là-dessus aussi, parce que je suis en tant que salarié chargé de la communication et je me suis dit que moi, j'allais pas faire de vidéo. Voilà, aussi ça. Après, si des bénévoles veulent s'emparer du sujet, mais moi je leur donne, mais on crée le compte, mais direct, tu vois, mais direct, je vous jure. Mais trouver des bénévoles qui ont envie de poster sur TikTok et Snapchat dans une asso de libristes, c'est un peu compliqué. Mais j'espère qu'un jour, ça sera un peu moins compliqué. Objectif de cette manœuvre, bien sûr, bien évidemment, c'est d'amener ces communautés sur des outils libres. C'est de pouvoir leur donner des outils qui leur servent. Et évidemment, de les emmener sur Mastodon. S'ils sont sur Mastodon, on a gagné. On a gagné, c'est un grand mot, mais je veux dire, on aura fait un petit pas. Le but, c'est quand même de les ramener sur ces réseaux. Aussi pour diversifier le public de Mastodon, quoi. C'est trahir nos principes. Comment est-ce qu'on peut être crédible en étant une asso libriste sur des réseaux propriétaires? Je vous retourne la question. Comment est-ce qu'on peut être crédible en voulant cibler des publics non initiés et en étant sur Mastodon? C'est contre-productif. Je vais en faire quelques-unes. C'est capituler devant les GAFAM. Attendez, j'ai un truc là. Ah, j'ai raté mon truc là parce que je le trouve plus. C'est plus rigolo là. Là, c'est plus rigolo. Ah, attendez, j'ai trouvé. Framasoft, regardez, j'ai un argument d'autorité. C'est bon. Alors, Framasoft, vous savez, c'est l'une des assos libristes qui sont depuis très tôt sur les réseaux sociaux propriétaires. Et ils ont donné plein de visibilité au mouvement du logiciel libre grâce à ça. Et ça les empêche pas d'être crédibles, non? Ça les empêche pas de faire gagner, de réussir à visibiliser ce mouvement. Ça les empêche pas de contribuer à l'objet associatif qu'ils représentent en fait quelque part. Je pense qu'on peut considérer que Framasoft est l'une des assos qui ont le plus contribué. Je pense. En tout cas en France. Ça les empêche pas d'être crédibles. Et en plus, on vient les affronter sur leur propre terrain, les GAFAM. Je veux dire, on capitule pas. On va pas aller dans un endroit où ils sont pas. On va chez eux. On va essayer de pas convaincre juste les convaincus. On va essayer d'aller sur ces plateformes, d'aller sur leur public et de leur dire barrez-vous, mais de leur dire gentiment. C'était un peu long. Je continue. C'est jouer le jeu des milliardaires et leur donner nos données. Alors, je pense que si notre but, c'est de réduire leur base d'utilisateuristes pour les ramener sur des réseaux sociaux libres, je pense pas qu'on joue trop leur jeu, en fait. Ça va. Ce sont des réseaux censurés. On a moins de visibilité si on parle d'alternatives. Et c'est vrai. C'est vrai, ça.
On a moins de visibilité si on parle des logiciels libres et des alternatives. L'algo de ces réseaux, la plupart, ils privilégient des contenus plus conservateurs que progressistes. C'est une réalité. Raison de plus de rester, en fait, ça veut dire qu'on dérange. Non? On dérange. Donc, ils nous encouragent à partir, quelque part. Ça veut dire qu'on dérange. Donc, raison de plus de rester, raison de plus de les embêter. Oui? Du coup, ça fonctionne parce que moi, j'avais une question là-dessus, c'était est-ce que vous arrivez à faire du reach, entre guillemets, sur Facebook? Du coup, est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais ramasser le contenu de ma poche, parce que c'est un peu n'importe quoi. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Grande question. J'y viens après, j'ai des statistiques intéressantes. Dernier argument, et je pense que c'est le plus pertinent. Je ne veux pas être sur le nom du réseau social, car je veux un Internet qui me veut du bien. Je veux un Internet qui ne m'emmerdifie pas, qui ne me... J'ai essayé de traduire le mot enchitification, vous savez, le concept là, qui était à la mode là, ces derniers temps. Je veux d'un Internet qui me veut du bien, je ne veux pas d'un Internet emmerdifié. Mais je suis complètement d'accord. Moi aussi, je veux d'un Internet qui ne soit pas emmerdifié. Mais moi aussi, tellement. Mais ce n'est pas la question. L'objectif de notre asso, c'est pas de satisfaire notre confort individuel. C'est d'aider notre public à s'émanciper, quitte à sacrifier notre confort personnel, notre confort individuel pour y parvenir. Non, parce que j'en ai bavé, je peux vous dire, j'en ai bavé pour créer ces comptes. Vous n'avez pas idée. Je me suis fait ban 2 fois de Facebook, 3 fois de LinkedIn. J'ai dû créer une VM Android, une machine virtuelle Android, pour accéder à leurs applications mobiles parce qu'ils ne voulaient pas de mon navigateur Firefox restreint avec toutes mes protections OmnoScript et Block Origin. Je vous jure, j'en ai bavé. Et du coup, par les applications Android, ça peut marcher à condition de donner son IP résidentiel, pour info. Et bien sûr, à un moment donné, ils vont vous demander votre carte d'identité, tout ça. Oui. Mon numéro de téléphone, oui. Oui. J'ai donné. Sinon, c'est pas possible de créer le compte, en fait. Voilà. Ça dépend des conditions, mais ça dépend des réseaux aussi. Sur Blue Sky, c'est super facile. Sur Facebook, sur LinkedIn, j'ai abandonné. Hein, c'est une collègue qui a pris le relais. Hein, un collègue qui avait un profil pro. Parce que moi, j'ai pas réussi. Hein, j'ai pas réussi. Mais vous savez quoi? Vous avez raison. Vous avez raison dans tout ça. Quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas mettre les pieds dans les réseaux sociaux propriétaires, et bien vous avez raison de ne pas les mettre. Parce que c'est vrai que c'est pas bien les réseaux sociaux propriétaires. Hein. Vraiment, c'est pas une bonne ambiance et tout. Voilà, c'est enchitifié. Alors que sur Mastodon, on est tellement bien. Vous avez raison. Si vous voulez, au contraire, être sur les réseaux sociaux propriétaires parce que c'est important, vous pensez que c'est important de faire de la sensibilisation là-bas, bah vous avez raison aussi. Et c'est OK. Les deux. En fait, on n'a pas besoin de se taper dessus entre nous. Moi, je veux consacrer mon énergie à créer et à nourrir des alternatives aux GAFAM. À aider les gens qui ont besoin de se sentir à l'aise avec le numérique. Je veux faire ça. Je ne veux pas écrire des pavés dans des débats stériles entre libristes pour savoir qui a le plus raison dans le libre. Ça me saoule, ça. Rappelez-vous la charte Chaton. Non, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, oui, pour moi, il faut des assos libristes sur Mastodon, c'est bien. Il faut aussi des assos libristes sur les réseaux sociaux propriétaires. Et pour moi, c'est 2 moyens d'action qui sont complémentaires. Voilà notre position à la contrevoix. OK. Nos actions sont complémentaires. OK. On veut aller sur les réseaux sociaux propriétaires, mais concrètement, comment on fait? Ça demande du temps de reposter les messages. Ça demande beaucoup d'investissement. Sur chaque réseau social, vous imaginez? C'est hyper chiant. Ça demande un investissement sur le long terme parce qu'il faut entretenir la communication. Il ne faut pas juste poster un message et puis attendre 6 mois et en poster un autre en mode « Ah, on est vivant en fait ». Non, ça ne marche pas comme communication. Ça ne marche pas du tout. Il faut maintenir la communication et flemme en fait. Je veux dire, il y a quand même un petit peu de confort personnel là-dedans. Je n'ai pas envie de me faire du mal à ouvrir Facebook tous les jours. C'est affreux. Oh, je suis un peu libriste quand même.
Et ça tombe bien, il existe des logiciels pour ça. Ça s'appelle les gestionnaires de réseaux sociaux. Et nous, on en cherche un qui automatise la publication simultanée sur tous les réseaux sociaux en même temps, qui gère les spécificités de chaque réseau social, c'est-à-dire qui va gérer quand il y a des limites de caractères, qui va gérer quand il y a des threads, qui va gérer quand il y a des besoin de mettre des alt-textes sur les alt-textes sur les images. Vachement prononçable. Hein. Encore un truc de libriste. Hein. Non, pas du tout. Qui va gérer un calendrier de publication. Tu sais, tu écris les posts et ensuite ça publie tout seul. T'as pas besoin de gérer ça à 8h du matin, à être là sur ton PC. Ah vite, il faut que je publie mes messages sur le réseau social. Non, non, que ça se fasse tout seul. Que ça se fasse tout seul. Et enfin, qui permettent une rédaction collaborative. Parce que c'est bien de faire ça seul, mais c'est bien quand on peut être une équipe, quand on peut se relire et tout. Et s'intervalider. Ça tombe bien, il y a un logiciel qui existe. On a galéré un peu. Ça s'appelle Mixpost. Mixpost, c'est un logiciel qui supporte plein de réseaux sociaux, une quinzaine, hein, dont Mastodon. Pas mal. C'est un logiciel qui est auto-hébergeable. C'est un logiciel qui est propriétaire. Et c'est un logiciel qui est payant. Voilà. À 260 € par an. Ah oui, propriétaire, il y a écrit open source hein, sur la devanture, mais c'est pas du tout du open source. Hein, on peut pas lire le code, donc c'est propriétaire. Hein, c'est juste un argument commercial. C'est payant. Ça fait mal. Et il n'y a pas d'autre alternative. On a trouvé des petites briques créées par des geeks dans leur coin pour poster un message de Twitter à Facebook, mais c'est cassé toutes les 2 semaines. Voilà, ça marche pas très bien. Mixpost, ça casse, mais il répare après. Et ils en supportent une quinzaine surtout. Parce qu'on n'a pas 15 bridges différents. Sinon, ce serait un enfer. On a acheté ce logiciel avec les dons de l'assaut. Entre autres. On l'assume, hein, je veux dire, on a acheté ce logiciel. Ça ressemble à ça. Donc en gros, là, vous avez l'espace de rédaction. Hein, vous avez, voilà, là, on a écrit un message là, qui était posté sur notre Mastodon d'ailleurs, avec une photo, on a mis un alt texte. Et puis c'est posté sur plein d'autres réseaux sociaux en même temps, là vous voyez tout en haut. Et puis là il y a un calendrier où on fait chaque jour un post. Ça marche bien. On a testé de l'utiliser pour une campagne qu'on a lancée en 2025, en juin 2025, pour annoncer des nouveaux services. On a fait un post par jour pendant environ 3 semaines. C'était un peu dense, mais du coup on a planifié ça en amont, hein, parce que le logiciel permet de planifier des posts. Donc ça marche bien. On a annoncé comme ça 5 nouveaux services qu'on a lancés sur notre site web, donc un hébergement de site web WordPress, du Nextcloud, du Peertube, de la newsletter et un service de comptabilité. Évidemment, on a fait ça au compte-gouttes pour essayer d'espacer un peu, voilà, de laisser le temps au poste d'avoir de la visibilité aussi. Notre cible principale, c'était les assos, c'était clairement défini. C'est important de définir une cible quand vous faites une campagne, il paraît. Et l'idée, c'est que ça soit entrecoupé un petit peu de veille informatique, de conseils sur la vie privée, et qu'on fasse durer un petit peu ce format sur le long terme. En fait, non, parce que on n'avait pas le temps bénévole pour faire ça, donc on l'a pas fait. Mais dans l'idée, voilà, c'est de faire un post qui soit pas uniquement centré sur nos services. Finalement, on a centré sur nos services parce qu'on n'avait pas le temps. Globalement, le bilan, alors ça, c'est des données de août 2024 à novembre 2025 sur le nombre d'abonnés. On a gagné 800 followers sur Mastodon. Ah, ça marche bien auprès de Mastodon. On a un public qui nous aime beaucoup. Ça nous fait très plaisir. On a perdu 28 followers sur Twitter. Je vous jure. Incroyable. Voilà, c'était incroyable. Ils sont peut-être passés sur Mastodon, t'as raison. Hein. On a gagné des followers sur Discord, sur LinkedIn, du coup, et sur tous les autres, on a créé des comptes. Donc, on est passé de 0 à 300. Sur LinkedIn, Blue Sky de 0 à 196, donc 0 à 200, c'est pas mal. Sur Threads, on est passé à 4 followers. Threads, quoi. Instagram, on a gagné 32 followers. Facebook, 48 followers. Bon, voilà. Bon, évidemment, les stats, ça c'est juste le nombre de followers. C'est des stats plus intéressantes à voir parce que là, c'est juste du quantitatif. Mais voilà, je vais me limiter à ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Conclusion de cette campagne, globalement, on a été bien accueillis sur LinkedIn et Blue Sky, ça marche vachement bien. Hein. Je sais pas, on séduit un public start-up, je sais pas. En tout cas, voilà, on a un public qui nous aime bien là-bas, qui est intéressé par nos services. On a eu des gens qui ont été intéressés par du Nextcloud parce que ça les intéressait un petit peu d'avoir de l'éthique et ils savaient pas trop par où aller, comment faire, et ils nous ont connus sur LinkedIn.
On l'aurait pas touché si c'était sur Masto. Ils sont pas sur Masto. Facebook, pas beaucoup d'activités, mais ça c'est parce qu'on manque de réseau aussi, parce qu'on manque de gens pour nous relayer sur Facebook. Parce que vous savez, il n'y a pas de réseau libriste sur Facebook. Hein. Il y a juste Framasoft qui nous relaye beaucoup d'ailleurs. On remercie Framasoft qui nous écoute. Merci de nous relayer sur les réseaux sociaux propriétaires. Vous êtes la seule asso qui fait ça. Il y a la Quadrature aussi sur les réseaux sociaux propriétaires. En fait, que les assos de libristes, c'est quelqu'un qui m'a fait cette réflexion. Beaucoup d'assos de libristes juste qui ont des salariés. Voilà. C'est surprenant. Bouquinette qui m'avait fait ça, il m'a dit ça. Instagram, ouais, pas beaucoup d'activités parce qu'il faut poster des images, donc tout de suite c'est plus compliqué. Il faut faire des images. Ça veut dire qu'il faut une personne qui soit à temps partiel pour faire des images. Par manque de réseau aussi. Parce que il faut des gens pour reposter aussi. Sinon, on n'est pas connu. Twitter, on est probablement shadowban. Du coup, perte de 28 followers. Et on n'a pas gagné un seul follower. Je veux dire, c'est vraiment en chute libre. On est probablement shadowban. Shadowban, ça veut dire que notre compte a probablement été bloqué parce qu'on a annoncé, pendant que le Twitter a été racheté par Musk, qu'on partait sur Masto. Et du coup, ils n'ont pas trop aimé. Donc je pense qu'on existe. On nous a bannis, mais on ne nous le dit pas. Et Fred, il n'y a personne. C'est simple. Hein. Quelques lacunes de l'après-campagne. Donc après avoir fait la campagne, il faut continuer à entretenir les réseaux sociaux. En fait, on n'a pas beaucoup de temps salarié, pas beaucoup de temps bénévole consacré à ça, et du coup, en fait, ça mouline un peu. On n'a pas d'activité très régulière sur les réseaux, même sur Masto, sauf pour quand on fait des grandes annonces. Et donc, on me rappelle encore une fois, la communication, c'est un vrai job, ça se budgétise et ça se planifie dans un emploi du temps. Salariés et bénévoles, donc autant que possible. C'est ce qui nous manque le plus comme compétence. On n'a pas besoin de geeks sysadmin, hein. On en a déjà bien assez dans notre asso. On a besoin de gens qui font de la com, on a besoin des gens qui font du design, on a besoin des gens qui ont des compétences transversales, pas de la tech. Voilà. Et malgré tout, on va quand même continuer à utiliser les réseaux sociaux proprio parce que même si les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram n'ont pas super bien marché, en fait, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Le manque de réseau, le manque de visibilité, parce qu'il faut toucher, il faut se faire mentionner par d'autres personnes, il faut pouvoir reposter aussi. Voilà, ça, on a un peu de mal encore à exister sur ces plateformes, et surtout, il faut être actif sur les réseaux, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc, mais on va continuer à essayer parce qu'on pense que c'est là où se trouve notre public, tout simplement. Et j'ai pas très bien travaillé la fin de la conférence. Du coup, je vais juste vous dire merci. Et merci de m'avoir écouté. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. À vous. Merci. Bon, pas de questions. Non ? Quand on va finalement presque accepter de faire cet effort-là, c'est fort jouable. Alors, je répète la remarque. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris l'objectif et l'effort est louable. Je te remercie. Alors, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement confortable à rester dans un entre-soi. On s'en aperçoit pas, mais ça fait du bien d'être avec un public qui nous aime, qui nous le fait comprendre. Qui aime ce qu'on fait, qui reposte, qui est enthousiaste, qui partage les mêmes idées. Ça fait du bien d'être en phase avec son public. Ça fait énormément du bien. Donc je peux comprendre le fait de nécessiter d'avoir besoin de rester sur Masto aussi, et pas de s'exposer à l'enchitification d'Internet à l'extérieur de cette bulle. Et pour autant, comme tu le dis, c'est peut-être aussi une nécessité, c'est important de comprendre ça. Pour moi, c'était aussi... on est resté très longtemps sur les réseaux sociaux proprio, sur les réseaux sociaux genre Mastodon, parce que, juste sur Mastodon, parce que, en fait, c'est là où on trouvait notre public, on ne s'est pas trop posé la question, on n'avait pas trop forcément la ressource aussi, on n'avait pas envie d'acheter un logiciel propriétaire. Normal. Pourquoi on ferait ça ? On est une asso libriste. Et du coup, forcément, ça a posé énormément de questions quand on a voulu, même au sein de l'asso, quand on a voulu s'orienter vers quelque chose d'autre, quand on s'est dit, on va créer un compte LinkedIn. Quoi ?
Un compte LinkedIn, c'est pas là où on devrait être. Bah, en fait, peut-être que si. Voilà, donc là, on navigue un peu à contre-voie, ouais, c'est clair, de ces réseaux sociaux-là. Aussi en contre-voie de Mastodon, des libristes, tout ça, qui vont nous dire bah, faites pas ça, sacrilège. Peut-être un petit peu. En tout cas, c'est un petit peu une vision que j'en ai. Peut-être un peu trop stéréotypée. Je t'en prie. Juste un avis, c'est juste si vous cross-postez partout, moi je vois vraiment pas le problème, et puis c'est des activités militantes. Je veux dire, à titre perso, je suis pas sur Facebook et compagnie, mais ça serait mon boulot de devoir poster. Bah, il y a un moment où tu fais pas toujours ce que tu veux dans ton boulot, c'est ton boulot de militant, c'est ça. Malheureusement. Alors j'ai la chance, alors je répète la question. Du coup, j'ai oublié la première partie de la question. Si on cross-poste, il n'y a vraiment pas de problème. Et voilà, si c'est ton boulot, c'est normal que tu fasses ça. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais dans mon boulot. J'ai une chance immense. Et ensuite, j'ai oublié la première partie de la question. Si tu cross-postes, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est important de cross-post parce que du coup, les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux propriétaires, ils peuvent nous lire. Moi aussi, j'ai une énorme frustration quand les gens ils postent que sur Facebook et moi, je suis là, mais moi, je ne peux pas vous lire parce qu'il faut un compte. Oui, on fait ça. Après, ça nécessite quand même d'acheter le logiciel. Voilà, un peu chiant. Et de créer les comptes et de les entretenir quand même aussi parce qu'il faut répondre. Voilà, bref, c'est tout un travail aussi. Oui. Je ne fais vraiment pas partie, enfin, je fais partie de ce public-là parce que je ne connais pas, justement. Et en fait, je pense, et je ne pense pas être seule, c'est le fait de ne pas savoir, ça gêne, en fait. Et être devant, enfin, malgré ces apéros, être devant des personnes qui savent, c'est assez difficile de poser des questions sur le fait de choses qui vous est forcément facile pour vous et difficile pour nous. Et je me dis que quand même, malgré tout, il faudrait faire des mini-vidéos pour faire comprendre avant qu'on vienne. Il faudrait faire des mini-vidéos pour les apéros numériques. Ouais. Ok, c'est ça. En fait, les gens, déjà, pour qu'ils aillent à nos apéros numériques grâce aux vidéos, ça voudrait dire qu'ils trouvent les vidéos avant de nous connaître. Ce qui n'est pas forcément évident. Nous, on touche un public qui a l'habitude d'aller au concert du bêta et juste qui vont au bêta parce que c'est à côté et il y a un truc et on n'a qu'à y aller pour voir. Et du coup, qui ne vont pas forcément regarder si on met une vidéo. Après, peut-être que si, peut-être c'est une question de comment on établit notre stratégie de communication. Je pense que c'est pertinent aussi d'éventuellement s'orienter vers le format vidéo. Pour l'instant, c'est pas trop ma priorité, c'est pas trop mon kiff. Je pense qu'à un moment donné, on fera quelques petites vidéos explicatives, quelques petites vidéos pour présenter certains trucs et vraiment des vidéos qui sont un peu qui donnent envie en fait, qui donnent envie. Pour l'instant, on n'est pas forcément trop dans cette démarche-là parce qu'on manque de compétences, on manque de temps, on manque de ressources. Mais encore une fois, si tu veux rejoindre la Contrevoix pour faire des vidéos, mais vas-y, fais-toi plaisir, je te donne les accès. Je veux dire, voilà, enfin, on peut s'arranger vraiment. Mais voilà, c'est surtout une question de temps et de compétences. Et surtout de temps. Oui. Dernière question. C'était plutôt un témoignage. Peut-être que si je t'emprunte le micro, ça va être... Ok, vas-y. Partage ton témoignage. Donc petit témoignage, j'avais constaté exactement ça à titre personnel à une cousinade où j'avais vu tous mes cousins qui étaient plus jeunes que moi mais ados, qui étaient tous sur Instagram et du coup tous les messages que je passais sur le logiciel libre les atteignaient pas et j'avais fait le même raisonnement que vous un peu et à titre personnel j'avais créé le compte Instagram et j'avais partagé des trucs sur le libre et j'avais pas du tout réussi à tenir dans la durée parce que c'était une initiative personnelle et faire de l'éduc pop à titre personnel c'est juste il faut faire ça de manière collective. Et du coup, chapeau d'avoir fait l'analyse collectivement et j'aimerais trop vous soutenir. Et j'aimerais bien éventuellement faire de la vidéo et après, en niveau de qualité, c'est un peu la cata parce que ça nécessiterait de s'équiper. Faut voir ce qu'on accepte de faire en matière de qualité. Mais j'aimerais bien vous aider là-dessus parce que c'est un truc que je fais pas mal en monnaie libre, mais du coup sur Peertube et avec de l'entre-soi, 100% entre-soi. Merci beaucoup.
Écoute, tu connais notre Matrix? Ok, parfait, on en reparle, hein, on en reparle vraiment là, parce que ça m'intéresse. Oui, la Contrevoix, elle recrute des bénévoles, voilà, je dis pour ça. Ça va être fini, du coup, merci beaucoup encore une fois de votre attention. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand, on est à l'étage, dans le village associatif. Merci et bon Capitole.